Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Les campagnes électorales ne datent pas d'hier. À Pompéi, la célèbre cité romaine ensevelie par la lave en moins 79, les graffitis politiques sont nombreux. Certains ont traversé les siècles. Aujourd'hui encore, sur un mur de Pompéi, on peut lire l'opinion d'un habitant sur les candidats au municipal. Il a écrit « Génialis demande d'élire Brutus Balbus comme magistrat. Il défendra le trésor public. » D'autres habitants de Pompéi sont des farceurs. Un anonyme a gravé ces mots sur un autre mur « Les petits voleurs demandent d'élire Vassia comme édile. » Ce qui n'est pas vraiment une bonne publicité. Le latiniste Philippe Moreau a choisi et traduit ces graffitis dans un livre passionnant intitulé « Sur les murs de Pompéi ». De même, plus tard, au Moyen-Âge, on vote assez souvent, contrairement à une idée répandue, mais dans le cadre de sociétés d'ordre, pas d'individus égaux. À l'époque, les procédures électives, très variées selon les temps et les lieux, permettent de départager les candidats à une fonction ou de prendre une décision collective. On vote au sein des communautés religieuses. Le collège des cardinaux, par exemple, élit le pape depuis 1059. On vote souvent dans les paroisses sur les affaires locales. On vote fréquemment dans les villes. Ça ne veut pas dire que c'est la démocratie. À Florence, avant le triomphe des Médicis au XVe siècle, les règles sont sophistiquées. Les électeurs ne désignent pas les titulaires des charges publiques, mais des finalistes. Et les heureux élus sont tirés au sort parmi ces finalistes. La République florentine, en réalité, est dirigée par 2000 personnes. Mais les institutions représentent les corporations et assurent la participation populaire. Plus tard, en 1789, pour l'élection aux États généraux, ce sera le temps des professions de foi. Mirabeau brigue les suffrages du tiers-État en Provence. Il publie une brochure intitulée « Avis au peuple marseillais » par le comte de Mirabeau. Et il traite surtout des deux urgences qui préoccupent ses électeurs, le prix du pain et le prix de la viande. Sa conclusion est un éloge de Louis XVI bien dans l'air du temps. « Oui, mes amis, on dira partout, les Marseillais sont de bien braves gens. Le roi le saura, ce bon roi qu'il ne faut point affliger, ce bon roi que nous invoquons sans cesse. Et il vous en aimera, il vous en estimera encore davantage. Comment pourrions-nous résister au plaisir que nous allons lui faire quand il est précisément d'accord avec nos plus pressants intérêts ?» Arrive le XIXe siècle. Après les campagnes au suffrage censitaire de la monarchie de Juillet, les premières législatives au suffrage universel masculin ont lieu en avril 1848. Tocqueville, député de la Manche, est candidat à sa réélection. Les 170 hommes de son village se rendent ensemble au chef-lieu pour voter. Même les infirmes installés sur des charrettes sont du voyage malgré la pluie. En chemin, on demande à Tocqueville de prendre la parole. Le comte, puisqu'il est comte, grimpe sur le revers d'un fossé et prononce une harangue. Il invite ses concitoyens à ne pas se laisser accoster par des agents électoraux qui pourraient leur payer à boire à leur arrivée au bourg. Tocqueville obtiendra, selon son témoignage, 117 000 voix sur 120 000 suffrages exprimés. Voilà bientôt la Troisième République. C'est le temps des réunions électorales dans les préaux d'école, après la classe. Il vaut mieux avoir du coffre quand on est candidat. Les débats animés sont fréquents. Les perturbateurs, monnaie courante. La confrontation avec les électeurs est souvent pittoresque. « Planque les poules, les socialistes arrivent !» crient en patois en 1910 les fermiers de Haute-Garonne à leurs femmes lorsqu'ils voient arriver à leur porte le candidat socialiste Vincent Auriol.
Bien plus tard, cet ancien fidèle de Léon Blum, devenu président de la République, aimait raconter cette anecdote de ses débuts. On ne peut pas non plus relire certains tracts électoraux de la 4e République sans s'attendrir. Non aux nationalisations hâtives et coûteuses. Non à l'installation au pouvoir du Parti communiste, écrit en 1946 un candidat dans la Nièvre, un certain François Mitterrand. Mais finalement, une des plus belles professions de foi d'un candidat, c'est peut-être celle d'une figure de la droite de l'entre-deux-guerres, Henri de Kérillis, qui votera contre la ratification des accords de Munich. Aux législatives de 1936, il écrit sur son affiche électorale en grosses lettres « J'ai beaucoup d'ennemis, et c'est ma fierté ». Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.